Nous avons commencé l'année dernière un grand parcours, si je puis dire, de cette histoire de la philosophie, en nous rappelant que nous avons essayé de l'entreprendre vraiment dans une démarche de philosophe, c'est-à-dire pas seulement d'historien qui se contenterait de faire l'inventaire des diverses positions de l'histoire de la pensée, mais beaucoup plus comme une disposition, une manière de approfondir notre propre réflexion personnelle et donc de nous aider aussi à entrer davantage dans la réflexion philosophique. Nous allons poursuivre cette année, j'aurai l'occasion de montrer un peu plus tard les étapes que nous essaierons de parcourir, mais j'aimerais peut-être rappeler dans quelle perspective et quel esprit nous essayons d'entreprendre cet itinéraire et de le poursuivre. Je dirais que cette recherche est animée par la conviction très profonde que la recherche de la vérité est emblématique de la personne humaine. L'homme est, en quelque sorte, dans sa dimension personnelle et dans la coopération qu'il peut avoir avec ses correspondants, les autres personnes humaines avec qui il vit et partage une vie quotidienne. On peut dire que l'homme est cet être qui recherche, qui cherche la vérité. En ce sens que, comme le dit déjà Aristote, Dieu seul possède la sagesse. Je dis ici Dieu avec cette question, j'y reviendrai. Le philosophe peut-il affirmer l'existence de Dieu, ou en tout cas peut-il s'interroger sur cette question? Et puis, donc Dieu, s'il existe, possède la sagesse. Il est la vérité, en ce sens que son être est identique à son intelligence, à son esprit. Dieu est esprit, comme le disait déjà ce que nous avons vu l'année dernière, Xénophane de Colophon, philosophe grec du 6e, 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et d'autre part, pour le croyant, les anges, s'ils existent, ne sont pas des êtres qui cherchent la vérité à partir de l'expérience, mais ils participent à l'illumination divine, comme le souligne d'une part la révélation chrétienne, d'autre part certaines réflexions des théologiens de l'Antiquité chrétienne et du Moyen-Âge. L'homme, au contraire, c'est cet être qui est esprit, mais qui en même temps est plongé dans le devenir du monde physique par son corps. Il est à la fois dans le monde physique et le dépasse en tant qu'il a une intelligence capable de connaître ce qui est, de chercher ce qui est vrai, et une volonté, une capacité d'aimer, capable d'aimer le bien et de s'orienter vers une fin personnelle. Et ici, j'aimerais proposer une affirmation qui, je pense, guide notre réflexion à la rencontre, je ne dis pas dans l'affrontement, mais à la rencontre des philosophes au long de la succession des époques. La recherche de la vérité est ce qui structure la personne humaine et qui, d'une certaine façon, reflète la complexité et l'unité de son être. Comme je le disais il y a un instant, cet être à la fois physique, l'homme a un corps, il est un corps, et il est en ce sens plongé dans le monde physique, dans le monde matériel. Il connaît donc le devenir, jusque dans le développement de son esprit. On peut dire d'ailleurs à ce sujet, comme je l'avais évoqué l'année dernière, qu'il y a certains philosophes qui ont insisté avec beaucoup de force dans leur réflexion philosophique sur ce devenir de la connaissance humaine. L'homme conquiert ce bien de l'intelligence qu'est la vérité. Il le conquiert dans une autonomie de l'intelligence, à l'école de la réalité existante dont il a l'expérience, et c'est en ce sens qu'il y a une vitalité de l'intelligence, et dans la mesure où l'intelligence, à travers les diverses connaissances que nous pouvons avoir et les différents niveaux que nous avons de connaissances, qu'il s'agisse de la vérité de l'expérience, de la vérité de la connaissance artistique, de la vérité de la connaissance pratique, de la vérité politique, de la vérité scientifique, de la vérité philosophique, etc., dans cet itinéraire,
l'homme conquiert la vérité dans cette autonomie de l'intelligence et, j'allais dire, acquiert sa personnalité intellectuelle. C'est en ce sens que les philosophes que nous rencontrons ne sont pas d'abord vus comme des autorités à l'école de qui nous mettons comme des suivants, ou des suiveurs peut-être. Ce sont des personnes humaines qui, dans tel contexte, à telle époque, en fonction de telle expérience, confrontées à telle interrogation de leurs contemporains, habitées par une recherche tout à fait individuelle en fonction de ce qui a marqué leur propre histoire personnelle, ces philosophes, dans la mesure où ils ont découvert quelque chose de vrai, ont acquis cette personnalité typique qui les caractérise. Et évidemment, on peut dire qu'un philosophe, certains philosophes cherchent plus ou moins la vérité. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui est tout à fait passionnant, c'est de dégager dans tous les penseurs et les philosophes que nous rencontrons, et au-delà de cela, chez tous les hommes que nous rencontrons et qui cherchent la vérité, dans quelle mesure vont-ils jusqu'au bout de cette exigence de la recherche de la vérité. J'entendais il y a quelques jours une émission de France Culture où un des animateurs de France Culture, par ailleurs membre de l'Académie française, interrogeait des auteurs sur la philosophe Simone Veil, et il y avait cette affirmation tout à fait marquante que Simone Veil, la philosophe, donc morte très jeune, peu après la guerre, avait cette exigence telle que elle cherchait à mettre constamment en harmonie, j'allais dire, cette recherche philosophique de la vérité avec un choix personnel de vie. Et bien sûr que ceci est toujours, pour tout homme, une exigence, j'allais dire, jamais acquise, et toujours à reprendre, comme diraient les anciens, une forme de discipline personnelle. Discipline ici dans son sens le plus noble, c'est-à-dire cette exigence d'apprendre. Être disciple, avoir une discipline, c'était toujours à l'école de l'apprentissage de la vérité, que le réel, que notre expérience, que aussi bien nos réussites que nos échecs, aussi bien nos gloires humaines que nos fragilités humaines, nous invitent à poursuivre. D'ailleurs, c'est très intéressant de souligner à la fois cette unité, parfois cette dichotomie entre la recherche personnelle de la vérité et l'exigence de vie qui est celle du philosophe en question. Autrement dit, la philosophie est aussi une école de vie qui nous invite, comme dirait le langage contemporain, à être toujours un peu plus authentique, c'est-à-dire à mettre en cohérence notre exigence de recherche de la vérité et notre recherche personnelle de vie, chose qui n'est, encore une fois, jamais totalement acquise et qui est toujours un travail, un labeur à remettre sur le métier. C'est donc cependant animé par cette conviction que la recherche de la vérité est emblématique de la personne humaine et qu'elle structure notre personnalité, à la fois dans l'être et dans l'esprit, que nous essayons de faire ce parcours à la rencontre, je l'ai bien dit, et dans ce dialogue, à la découverte des philosophes avec qui nous essayons de parcourir, j'allais dire, une partie du chemin. Bien sûr, je le souligne, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, ce cours ne prétend pas être exhaustif. Il ne s'agit pas pour moi ici de proposer un parcours exhaustif de l'histoire de la philosophie. C'est impossible d'ailleurs à un seul homme, et qui aurait cette prétention de prétendre à la fois parfaitement comprendre tout philosophe, en exposer adéquatement la pensée et pouvoir la critiquer d'une façon adéquate. Donc j'ai bien conscience que dans ce que je propose, il y a à la fois une option, peut-être un choix, aussi tout simplement les limites que le temps nous impartit. J'aimerais redonner cet axe qui est le nôtre et qui vient aussi d'une position d'une philosophie réaliste, c'est-à-dire qui délibérément veut que nous mettions à l'école de la réalité dont nous avons l'expérience. C'est donc l'expérience humaine qui est le point de départ de la position philosophique réaliste. Et en même temps, c'est cet axe profond, cette orientation profonde vers la recherche de la sagesse, c'est-à-dire vers cette exigence, cette
ce désir, cette orientation profonde de l'intelligence qui désire aller jusqu'au bout de la vérité que nous pouvons atteindre en tant qu'être humain. Et donc il y a cette espèce de, je dirais, ces deux aspects, ces deux axes profonds de cette recherche. D'une part, le point de départ de la philosophie, l'expérience humaine, qui nous plonge dans le devenir, qui nous met en contact avec le monde physique, c'est-à-dire avec le monde de la nature, avec le monde de l'expérience humaine, avec le monde des rencontres humaines, etc. Et avec cette insistance, même pour des philosophes qui refusent cette position, que dans tout ce que nous affirmons, nous cherchons à dire quelque chose de ce qui est. Qu'il s'agisse de ce qui est en tant qu'il est, c'est ce que nous développons en philosophie première, que je développerai cette année dans un autre cours, mais aussi, pour certains philosophes, l'être, c'est ce qui est en tant que pensée, l'être en tant que vécu, c'est par exemple la position de la phénoménologie. Certains philosophes qui identifient l'être et la pensée. Je pense, donc je suis. Même si, pour un Descartes, l'être est avant tout le monde des idées, il prétend dire quelque chose en philosophe de ce qui est pour lui l'être en tant que pensée, à travers les idées innées. Ou bien, si nous pensons au philosophe qu'est Kant, Kant prétend dire quelque chose de ce qui est, même si pour lui l'être en tant qu'il est n'est qu'un être-position qui est posé en dehors de notre pensée et que, comme il le dit, le noumen demeure inconnaissable. Donc Kant a une position philosophique qui consiste à affirmer que l'être se réduit au phénomène dans la mesure où nous pouvons le connaître, c'est-à-dire à ce qui tombe sous les formes a priori que sont pour lui l'espace et le temps. Donc il y a ici une affirmation que tout philosophe cherche à dire quelque chose de ce qui est, donc veut dire quelque chose de vrai, même si ce qui est se réduit pour lui à tel ou tel aspect de la réalité. Et donc, exposer sa pensée avec honnêteté et intérêt véritable de l'intelligence, dans la mesure où nous cherchons la vérité, c'est essayer de comprendre son point de départ, ce à quoi il s'intéresse. Et souvent d'ailleurs, pourquoi insiste-t-il sur tel aspect ? Peut-être en réaction contre tel autre aspect qui l'a frappé comme éventuellement soit quelque chose d'important à l'époque où il philosophe, soit un désaccord philosophique. Je vous ai cité l'an dernier ce texte célèbre de la métaphysique d'Aristote qui dit que tout philosophe contribue à la recherche commune de la vérité, même quand il commet des erreurs, parce que si nous sommes en désaccord avec lui, cela nous stimule pour dire autre chose et pour expliquer pourquoi nous avons une position qui se sépare de ce philosophe. Et donc, il y a un véritable souci de prendre en compte que tout philosophe, d'une façon ou d'une autre, se rattache à cet aspect fondamental de l'intelligence qui cherche à dire, à connaître et ensuite à exprimer quelque chose de ce qui est. Autrement dit, je l'expliciterai d'une autre façon, en disant que au fondement de toute affirmation philosophique, il y a, si nous nous situons sur le plan critique, c'est-à-dire de la réflexion sur notre pensée, il y a toujours une relation de l'intelligence à ce qui est, même pour un philosophe qui considère que ce qui est, c'est seulement la pensée. Autrement dit, il y a toujours un souci, un désir, une intention profonde de dire quelque chose de vrai. Et c'est ce qui caractérise non seulement le philosophe, mais l'homme dans son intelligence, en quête de son bien le plus profond, le plus naturel qui soit, à savoir le vrai. Je souligne ensuite ce deuxième aspect que j'ai évoqué et que je développe brièvement si vous le voulez. Tout philosophe, dans la mesure où il se dit tel, ou je dirais même tout homme, dans la mesure où il cherche à être pleinement humain, d'une façon ou d'une autre, est habité
par le désir de la sagesse, et donc d'une certaine façon est philosophe, c'est-à-dire ami de la sagesse. Parce que tout homme, quelle que soit sa condition, sa culture, son milieu, son histoire, qu'il s'agisse de quelqu'un de jeune ou de quelqu'un d'âgé, qu'il s'agisse de quelqu'un de tel continent ou de tel autre, dans la mesure où il est homme, est confronté à des interrogations, à des expériences, qu'elles soient grandes ou dures, qu'elles soient profondes ou marquées par la souffrance, ce qui d'ailleurs ne s'oppose pas. Tout homme est confronté à des expériences et à des interrogations qui, j'allais dire, le concernent, j'allais dire existentiellement, vitalement. Qui suis-je? Pourquoi vivre? Quel choix poser? Qu'est-ce qu'être heureux? Pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Y a-t-il un sens à la vie humaine? Et on sait combien certaines expériences dramatiques, qu'elles soient des expériences de la violence, qu'elles soient des expériences du suicide de jeunes. On parle ces temps-ci en France de jeunes qui se suicident victimes du harcèlement dans les écoles. C'est donc que ça touche chez eux, y compris chez un jeune qui a 12, 13, 14 ans, un sens de ce qui est juste, un désir de ce qui est bon, une soif de ce qui est vrai. Et quelquefois, quand cela est occulté ou encombré par des quantités de faux problèmes, de choses superficielles, d'erreurs que quelquefois même on inculte en permanence, on inculque aux gens en permanence, qu'il s'agisse d'idéologie, qu'il s'agisse de positions politiques ou de fanatisme religieux, etc. Tout cela encombre la source. Et le rôle de la philosophie, c'est précisément, pensons ici à Socrate, qui, déjà à son époque, invitait les Athéniens à se départir de la facilité pour retrouver le sens du soin de son âme et de pratiquer l'excellence. Le philosophe a ce souci de se désengager, de se purifier, de se dégager, d'écarter la gangue des idées, des idéologies, des choses imaginaires, des erreurs, pour que jaillisse cette source pure, profonde de l'intelligence dont l'orientation profonde va vers la sagesse, c'est-à-dire ce désir ultime de découvrir une vérité qui donne sens à sa vie et éventuellement d'ailleurs de s'interroger, qu'il soit dans un contexte religieux ou un contexte laïque ou comme on dit aujourd'hui agnostique, qui puisse s'interroger sur l'homme est-il la réalité ultime du monde ou bien existe-t-il un être que les traditions appellent Dieu? On se souvient de la parole de Dostoïevski qui est devenue presque un slogan. Si Dieu existe, tout est changé. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et voilà bien une question très profonde. Et on sait combien peut-être le monde qui est le nôtre, comme le disait déjà Bernanos, fait tout pour quelquefois occulter cette exigence intérieure profonde de l'esprit qui est dans l'homme. Et la personne humaine, c'est précisément cet être qui est esprit et qui est en même temps, si je puis dire en même temps, dont l'être un est à la fois dans le monde et touche un dépassement du monde physique et du devenir par l'esprit qui est en elle et qui fait qu'elle est orientée, elle s'oriente vers une fin ultime qui touche son esprit. On sait combien tout homme, quand il est dégagé des conventions, de la façade qu'il veut quelquefois maintenir parce qu'il a une position à tenir, une opinion politique à défendre, etc., quand il est dégagé de tout cela et qu'il retrouve une forme d'authenticité, finalement on arrive aux vraies questions. Et quelquefois il faut beaucoup de temps, quelquefois il faut bien des épreuves ou des échecs pour que ces questions surgissent dans leur vérité. Et je dirais que le rôle du philosophe, c'est aussi de faire surgir ce vrai, j'allais dire cette vraie vitalité qui permet le véritable progrès de l'intelligence et de la personne vers la vérité,
qui est l'éveil de l'interrogation, des véritables interrogations. Pas des interrogations factices, conventionnelles, celles qu'il faut avoir pour briller en société, mais les véritables questions qui sont celles de la personne, de l'être humain que chacun d'entre nous est en vérité. Et voilà pourquoi je disais il y a quelques instants que tout homme, dans la mesure où il cherche la vérité et où il est attentif au réel, est d'une façon ou d'une autre, plus ou moins, philosophe. Et c'est en ce sens que on peut dire que la philosophie garde cet apanage d'être la sagesse, parce qu'elle seule explicite pour lui-même, pour elle-même, cette interrogation vitale, existentielle de la personne. Et c'est pourquoi même un savant de très haute tenue, un grand spécialiste de tel domaine de la connaissance humaine, dans la mesure où il situe, ne serait-ce que dans une réflexion critique, sa spécialité, son savoir, ses connaissances, par rapport à l'homme et au sens que l'homme donne à sa vie, est dans cette mesure philosophe, et par là dépasse sa spécialité. De même s'il est spécialiste d'un auteur philosophe, dans la mesure où il ne se contente pas d'exposer la pensée en restant neutre, drôle de position que la neutralité, mais où il se sert du philosophe qu'il étudie pour lui-même réfléchir humainement aux questions que lui pose ce philosophe. Il n'est pas seulement historien, mais il est philosophe, et alors il dépasse l'auteur qu'il étudie, en ce sens qu'il ne se contente pas d'exposer une opinion. Dans cette lumière, et je vais conclure là-dessus cette première réflexion introductive à ce parcours que nous allons faire cette année, le philosophe, c'est fondamentalement et premièrement combien l'expérience humaine est un lieu de rencontre authentique. Dans la mesure où nous avons des opinions différentes, ce qui est légitime, il nous faut toujours, j'allais dire, resituer notre opinion par rapport à l'expérience humaine, la nôtre et celle de nos amis. Parce que c'est le réel dont nous avons l'expérience, et c'est la richesse de notre expérience à l'école du réel qui nous permet de dialoguer, non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec les philosophes du passé. De quelle expérience humaine ce philosophe parle-t-il? Quelle est l'expérience que j'ai, pour ma part, de ce domaine de la vie humaine? Et fort de cette, j'allais dire, de ce point de rencontre, de ce lieu commun, de ce terrain de dialogue, nous pouvons parcourir une partie du chemin, faire nôtre les interrogations de ce philosophe, et montrer aussi pourquoi, éventuellement, nous sommes d'accord ou en désaccord, non pas au nom d'une opinion que nous voulons maintenir à tout prix, mais au nom du réel et de la vérité que nous cherchons dans ce dialogue. L'idéologie divise et oppose. C'est-à-dire l'idéologie, c'est quand nous faisons de notre idée, de notre opinion, un absolu qui prétend mesurer le réel. Ici, je souligne combien ceci est exigeant. Parce que c'est toujours un effort d'attention au réel et de quitter notre position qui, dans la mesure où nous en faisons un absolu, est imaginative, est imaginaire. Quand nous nous posons comme le sujet qui mesure tout, cette position est imaginaire. C'est ça l'idéologie. Et elle est forcément fausse. Parce que personne n'est la mesure de la vérité. Donc, j'allais dire, nous décentrer pour être attentifs à la réalité humaine dont nous avons l'expérience. Et c'est en ce sens que tout philosophe peut nous aider par le dialogue et par l'attention à ce que lui-même a mis en lumière de l'expérience, tout philosophe peut nous aider à revenir à l'école de la réalité, à renforcer notre attention au réel. Comme aussi, tel philosophe peut, par son affirmation tout à fait consciente de défendre une idée plus que la vérité, peut nous mettre
dans le combat pour dire pourquoi nous ne pouvons pas accepter cette position. Mais, comme le dit déjà Nietzsche, dans toute philosophie, il y a une paillette d'or, une paillette de vérité. Et donc j'insiste, l'expérience est ce qui permet d'être dans une véritable coopération. L'expérience est partagée parce qu'elle est celle de tout homme, et chaque homme a une richesse d'expérience unique. Je vous rappelle cette affirmation étonnante d'Aristote au début de la métaphysique. Plusieurs souvenirs d'une même chose produisent la puissance d'une seule expérience. Et donc, tout homme, dans la mesure où il est attentif au réel, est habité par une richesse d'expérience qui contribue à ce bien commun auquel tout philosophe veut se rapporter, l'attention au réel. Le réel existant, qu'il s'agisse de l'univers physique, qu'il s'agisse de la personne humaine, qu'il s'agisse du monde du vivant, tout cela nous permet de venir à ce bien commun de tous les hommes qui est la recherche de la vérité. Et c'est là où la philosophie est une exigence de vie. Parce que être attentif au réel est une exigence. Quitter l'idéologie. Je dis au passage que ceci nous rend à la fois exigeants, donc quelquefois très nets dans ce que nous affirmons, mais en même temps nous rend très profondément humains et nous fait quitter cette violence, cette malhonnêteté dans laquelle l'idéologie peut nous enfermer. L'idéologie est par définition malhonnête parce qu'elle part d'un présupposé, d'une position a priori herméneutique qui nous empêche de regarder le réel tel qu'il est, de l'interroger en vérité et peut-être de nous déplacer, de nous décentrer pour voir les choses autrement que nos a priori, quelquefois très étriqués, nous empêchent de voir. Et puis, le philosophe, deuxième aspect par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, découvre aussi et comprend combien le désir de la sagesse, même quand il est contredit par certains philosophes qui disent que c'est impossible à atteindre, est ce qui anime toute recherche philosophique authentique et donc permet une rencontre, j'allais dire, non plus seulement au point de départ, le réel est ce qui nous réunit, mais au sommet, qu'est-ce que ce philosophe a vraiment cherché? Qu'est-ce qui anime sa recherche et lui donne sa noblesse propre? Qu'est-ce qui fait qu'il a développé un visage de l'homme dans cette quête de la vérité qui fait de lui quelqu'un d'original et d'intéressant à écouter, d'intéressant à fréquenter? Même si, peut-être, nous allons dire que tel aspect est limité ou qu'il est court, mais peu importe. Il a dit quelque chose de vrai et dans le contexte qui est le sien, ceci est tout à fait important à mettre en lumière. J'aimerais ici évoquer deux ouvrages qui, d'une façon emblématique, nous montrent cette façon d'aborder l'histoire de la philosophie en philosophe. Un ouvrage qui est ancien déjà et qui est d'une certaine façon, qui était classique à une certaine époque. C'était d'un philosophe qui s'appelait Joseph Maréchal et qui a écrit un livre assez développé qui s'intitule « Au point de départ de la métaphysique » où ce philosophe, qui je crois enseignait à l'université de Louvain en Belgique, regarde tous les philosophes en regardant quel est leur point de départ. Est-ce qu'ils ont développé une métaphysique et quel est le point de départ qu'ils ont pris? Voilà une façon d'aborder l'histoire de la philosophie et de comprendre comment un philosophe est parti de là. Peut-être de telle expérience, de telle question, de tel événement qui a mis en route, j'allais dire, sa réflexion. Et ceci est très intéressant parce que voir son point de départ, c'est comprendre peut-être toute une partie de l'itinéraire. Comme on le sait bien, le devenir de quelque chose se comprend par son point de départ et par son terme. Et donc, quel point de départ de philosophe? Dans ce contexte, à quoi est-il attentif? Pourquoi est-ce cela qui anime sa recherche?
Quelle est son interrogation? D'où naît-elle? De quelle expérience humaine? Et l'autre ouvrage que j'évoque, qui est, j'allais dire, tout à fait au terme, au contraire, c'est celui de Marie-Dominique Philippe, De l'être à Dieu. Bien sûr, il s'est aussi intéressé à la métaphysique et à son point de départ, mais De l'être à Dieu, c'est regarder tous les philosophes par leur sommet, c'est-à-dire jusqu'où chaque philosophie est-elle allée en partant du réel. Est-ce qu'elle s'est posé la question de Dieu? Est-ce qu'elle l'a rejeté? Est-ce qu'elle l'a refusé? Et on ne peut pas contester le fait que Marie-Dominique Philippe, en philosophe, a étudié l'ensemble de l'histoire de la philosophie de ce point de vue. Et donc lui dénier le sens du dialogue philosophique, c'est être malhonnête et hypocrite. Il y a bien chez lui une recherche ultime de la sagesse qui a suscité un dialogue authentique avec tous les philosophes du point de vue de leur recherche ultime, c'est-à-dire de ce qu'est la sagesse. Il y a ici comme deux manières d'aborder l'histoire de la philosophie, par le point de départ et par le terme. Alors maintenant, j'évoque brièvement ce que nous allons essayer de parcourir cette année. L'année dernière, si vous vous rappelez, j'ai commencé à vous montrer ce grand parcours de ce que Merleau-Ponty a appelé les fondateurs, c'est-à-dire le point de départ de la philosophie dans la Grèce antique. Et nous avons vu cet itinéraire. Je ne prétends pas, là évidemment non plus, qu'il soit exhaustif, qu'il soit impeccable. Nous essayons de chercher la vérité, mais j'ai essayé de vous montrer comment, d'Homère à Aristote, il y a, on pourrait dire, toutes les grandes interrogations philosophiques qui sont nées et déjà apparues. Bien sûr, nous n'avons pas achevé ce parcours de la philosophie grecque, et c'est pourquoi, dans un premier temps, j'aborderai assez rapidement, malgré tout, parce que c'est aussi un monde immense, tout ce monde de la période dite hellénistique, c'est-à-dire l'aspect tardif de la pensée grecque, où après ces grands sommets que sont Platon et Aristote, après ce tournant qu'a été Socrate, les grandes écoles philosophiques qui sont nées de ces premières positions, notamment il faut aborder brièvement le stoïcisme, l'épicurisme, l'école cynique évidemment aussi, qui est déjà le premier scepticisme philosophique d'une certaine façon, et puis ce qu'on a appelé le néoplatonisme, qui s'étend assez loin dans le temps, puisque la pensée néoplatonicienne se développe au moins jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et puis justement, c'est un lieu sur lequel vont se recouvrir, d'une certaine façon, l'héritage de la pensée philosophique grecque, et puis le point de départ de quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de la pensée, et qui a marqué toute l'histoire de la pensée, en tout cas occidentale, à savoir l'apparition du christianisme, héritier bien entendu aussi de la recherche de la pensée juive. Donc il y a ici toute une rencontre qui s'est faite progressivement, déjà entre la pensée juive et la pensée grecque. On pense notamment à toute l'école d'Alexandrie, toute l'importance de la philosophie juive, mais marquée par la pensée grecque, avec tout un débat qui est intéressant à aborder. Et puis, ensuite, comment, avec la naissance du christianisme, la philosophie a été confrontée à une nouvelle problématique. Nous essaierons de parcourir cela au long de cette année, donc à la fois de regarder l'Antiquité chrétienne, la manière dont elle s'est confrontée à la philosophie grecque, ou latine d'ailleurs, et puis ensuite la pensée médiévale. Là aussi c'est un monde immense et nous ne pouvons pas tout aborder, et je le ferai ici d'ailleurs dans le cadre de cette réflexion historique, parce que aborder la pensée médiévale ou les pères de l'Église évidemment exige un autre regard que le simple regard philosophique, qui appartiendrait à la théologie chrétienne. Mais ici ce n'est pas sur ce plan que je me situerai. J'essaierai de montrer comment la pensée chrétienne a suscité de nouvelles problématiques philosophiques, et d'autre part comment elle a absorber ou utiliser la pensée philosophique dans une autre démarche que la seule réflexion philosophique. Voilà quelques-uns des aspects que nous essaierons d'aborder cette année.